donc pour cette deuxième partie sur mes récits personnels d'accouchement. Tu as peut-être eu l'occasion de voir la première partie. Si ce n'est pas le cas, mais je t'invite peut-être à aller y jeter un œil. Et aujourd'hui, donc, je vais te parler de ma grossesse et de l'accouchement de mon deuxième enfant, qui a été très différent du premier, comme tu peux t'en douter. Alors, si je devais donner un titre à cet accouchement, je dirais la marathonienne. Ma grossesse se passe très bien, encore une fois, et j'ai gardé en tête, dans un coin de ma tête, qu'effectivement, ce deuxième accouchement n'aurait clairement pas ni le même scénario, ni la même saveur que le premier. Donc assez tôt dans ma grossesse, je pense dès le début du deuxième trimestre, je prends conscience que niveau préparation, il va falloir passer clairement un cap. Pour cette deuxième grossesse, j'ai fait du sport de manière assez intensive jusqu'à 5 mois et j'ai continué par la suite jusqu'à 7-8 mois. Ce qui s'est passé pendant cette grossesse d'assez exceptionnel, tu t'en rappelles d'ailleurs peut-être, très certainement, c'est qu'est arrivé le Covid dans nos vies. Le Covid début, premier confinement et je suis donc enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, plus rien. Il n'y a plus de cours de préparation à l'accouchement. On ne visite plus les maternités. Les rendez-vous se font au compte-gouttes. On doit y aller seul. Pour les échographies, mon mari a quand même le droit de venir, mais à une certaine distance, etc. Enfin, si tu te rappelles de cette période, c'était quand même assez particulier. J'étais pas spécialement dans ce climat anxiogène parce que clairement j'étais complètement coupée des informations, ces chiffres, mais c'était quand même un climat très particulier et où surtout je me suis retrouvée parfaitement seule pour envisager ma préparation. Et pourtant, pour moi, il est évident que si je veux aller au bout de mon projet physiologique pour cette deuxième grossesse, je dois m'y préparer. Ça prend, comme je te disais, donc l'aspect physique d'accompagner le corps jusqu'au bout avec des étirements. Je continue quand même à faire un peu de yoga en visio. En termes d'alimentation, je fais attention et je travaille énormément cette ouverture de conscience. Je pense que pendant mon troisième trimestre, j'ai médité absolument tous les jours. Tous les soirs, pendant 20 minutes, je m'isolais et je me connectais à mon bébé avec des affirmations, des visualisations. J'avais des audios, que ce soit d'hypnose, de sophro. J'ai aussi beaucoup fait de travail sur ce qui avait besoin encore d'être libéré par rapport à l'expérience précédente, par rapport aux peurs, aux croyances que je pouvais avoir et notamment est-ce que j'allais être capable d'accoucher sans avoir recours à la péridurale là où je n'avais pas réussi 3 ans auparavant. J'arrive donc en fin de grossesse, c'est le dernier rendez-vous à la maternité. C'est très marrant parce que j'ai rendez-vous le lundi. C'est la chef de clinique qui me suit à la maternité ici à Bordeaux. Et je lui dis à vendredi. Et donc elle me regarde comme ça, elle me dit mais pourquoi vendredi vous n'avez pas de rendez-vous? Je lui dis non mais vendredi c'est la pleine lune donc je vais accoucher quoi. Et je dis ça volontairement en souriant et bon je comprends bien qu'elle elle adhère pas trop au concept. Je pars et je rentre chez moi et je continue ma préparation toujours à respirer, à méditer, à ouvrir et à me connecter en permanence à mon bébé. Nous sommes le mercredi soir. Je suis en train de réparer un collier que j'ai là d'ailleurs. Un collier de turquoise qui a une symbolique très forte chez moi et que mon aîné avait cassé quelques jours auparavant et donc je refais mon collier et je noue mon collier et je me dis ça y est, je suis prête. J'ai cette cette évidence de c'est ok, à partir de maintenant je peux accoucher, je suis prête et je vais me coucher normalement le soir.
Et là, tu l'as deviné peut-être ou pas, les contractions commencent. J'avais déjà des contractions de pré-travail depuis quelques jours, mais là, je sens que on passe un cap. Vers 1 heure du matin, je pense, je me réveille parce que je suis plus bien, en fait, allongée dans mon lit. Donc, je descends dans mon salon. Là, je commence, je rentre dans ma bulle, je respire. Je vais marcher en dehors de chez moi. Je me rappelle encore me connecter aussi avec la lune, lui demander de m'éclairer symboliquement dans cette naissance qui s'annonce pour les heures qui suivent. Vers 3-4 heures du matin, mon mari se lève. Jusque-là, je lui avais conseillé de se reposer. Les contractions s'intensifient. Je suis dans ma bulle. Je suis vraiment dans le mouvement, dans ma respiration. Et le travail se fait vraiment intensément, oui, mais sans cette notion de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sensation de waouh, il se passe quelque chose là. C'est vraiment très engageant, ça me demande physiquement, mais je suis là, je suis présente et je suis avec cette sensation et donc je ne subis pas. Et c'est clairement agréable que d'être dans cette danse de la maternité. À 5 heures du matin, donc les choses s'intensifient vraiment et là je vais dans la salle de bain et mon mari donc m'a coulé un bain et là je rentre dans l'eau et je vis les 10 minutes les plus extraordinaires de ma vie. Un kiff absolument total, la béatitude absolue pendant 10 minutes. Je n'ai plus de contraction. C'est vraiment le repos, la détente, je suis hyper bien. Je n'ai à aucun moment le sentiment de panique, de oh mon Dieu, ça s'arrête, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment lâché le mental et j'entretiens justement cette bulle, cette déconnexion, en tout cas d'être connectée davantage au cœur qu'au mental. Et là, je vis vraiment mais un kiff total. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Quand les contractions reprennent d'autant plus fortes, d'autant plus intenses. Et là, on passe vraiment dans une autre dimension en termes de travail. Et notamment, je commence à vocaliser. Étant donné le contexte, je te rappelle, on est à la frontière du déconfinement. Donc on a officiellement déconfiné depuis quelques jours, mais les mesures restent les mêmes, etc. Donc pour moi, la stratégie, vraiment par rapport à cet accouchement, c'était d'aller à la maternité le plus tard possible. Vraiment de faire la majorité du travail chez moi, dans ma bulle, avec mon mari, mon aîné qui dormait à ce moment-là dans sa chambre, mais vraiment de ne pas aller trop tôt à la maternité. Note quand même à mon mari que ça serait peut-être bien de faire venir ses parents, parce que là il va quand même falloir qu'on songe à y aller assez prochainement. On part donc pour la maternité, il doit être peut-être 7-8 heures, quelque chose comme ça. Je croise mon voisin, je me rappelle très bien de ce moment, qui me souhaite bon courage. Et là, donc on arrive à la maternité. Je n'ai aucun souvenir du trajet. J'arrive à la maternité, on est en période de Covid, on me demande de mettre un masque que je ne mets pas. Et là se passe l'impensable pour moi. On m'annonce que mon mari ne peut pas descendre en salle de travail. Encore 3 jours avant, les conjoints, les partenaires étaient présents pendant l'accouchement de leur femme. Et là, j'arrive à l'accueil, on me demande de remplir ce papier, est-ce que vous toussez, machin, j'en suis absolument incapable, puisqu'en fait, à ce moment-là, je suis à 8. Donc je suis déjà loin. Et là, on m'annonce effectivement que mon mari ne va pas pouvoir venir avec moi. À ce moment-là, j'ai littéralement le sol qui s'ouvre sous mes pieds. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous annonce qu'il faut que j'aille moi seule en salle de naissance et qu'on m'examine et que si effectivement le travail est lancé et c'est imminent et on vous garde, etc., là, monsieur peut venir. Mais pour le moment, vous devez y aller seule, madame. Et ça a été extrêmement violent.
Avec le recul, je pense que si je n'avais pas été autant avancée dans le travail, si je n'avais pas été aussi sécurisée et renforcée dans ma bulle, le travail se serait arrêté. Vraiment. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que donc on me dit de descendre toute seule. Alors on m'aide quand même, quelqu'un m'aide à descendre les escaliers et ensuite on me met dans un couloir et on m'annonce que la salle de naissance est par là-bas, c'est toujours tout droit. Sauf que on déconfine à peine. Je n'ai jamais visité cette maternité. Je n'ai aucune idée de où se trouve la salle de naissance. Et donc je me retrouve seule à 8 dans ce couloir qui, dans mon souvenir, fait, je ne sais pas, peut-être 800 mètres de long. Et là, j'ai quand même quelqu'un qui vient me voir. Je ne sais pas si c'est un électricien ou un agent télécom qui me propose de m'accompagner en salle de naissance parce qu'il voit bien que seule, je ne vais pas y arriver et que je vais accoucher seule dans ce couloir. Arrivé en salle de naissance, enfin devant la salle de naissance, il faut faire un code pour appeler les sages-femmes et que quelqu'un vienne vous ouvrir. Je souris parce que avec le recul, je trouve c'est vraiment digne d'un sketch en fait, toute cette partie. Et pourtant, tout est vraiment véridique. Mais il faut un code pour les appeler, sauf que moi je suis à 8 et je suis loin et je ne sais même plus comment je m'appelle. Donc ce charmant monsieur fait le code pour moi. Là, la porte s'ouvre et on me dit ah merde, on n'a plus de place. Bonjour madame, je suis ravie d'être là moi aussi. La maternité est blindée, qu'il y a un report d'une maternité sur l'autre et donc il n'y a plus de salle. On m'installe dans un cagibi. Le KGB, c'est le nom qu'on a donné avec mon mari à cette salle-là. C'est vraiment tout petit. Il y a une vieille table d'auscultation d'après-guerre. Il y a quand même un ballon. Mais je suis clairement entre l'aspirateur et les réserves d'alaises et de draps. Et je suis seule. J'ai quand même la chance, c'est que je suis à côté d'une fenêtre et donc je peux appeler mon mari parce que ça capte et donc je peux rester en lien avec lui. Je n'ai clairement pas envie d'être auscultée à ce moment-là, mais on me fait bien comprendre que si je n'ai pas de toucher vaginal pour évaluer où en est le travail, ils ne peuvent pas faire venir mon mari. Et moi je suis vraiment en boucle. Je veux mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari. J'accouche dans le couloir s'il le faut, mais appelez mon homme, je veux mon homme, je veux mon homme, je veux mon homme. Et donc il l'appelle quand même avant de me faire l'examen et c'est là qu'il valide qu'effectivement je suis à 8. On veut mettre un monito mais qui ne tient pas parce que moi je suis en train de bouger, je commence à rugir, enfin je commence pas, je rugis même franchement. Et le monito ne tient pas parce que je bouge trop et c'est pas facile de me faire une perf, etc. Et en fait j'envoie tout valdinguer parce que clairement je suis dans ma bulle et j'ai pas du tout envie qu'on vienne me perturber à ce moment-là. L'avantage c'est que comme toutes les sages-femmes, les auxiliaires sont clairement débordées, on me laisse tranquille avec tout ça. Finalement j'arrive dans une salle de travail qui est la salle nature. Je dis salle nature parce que cette salle n'a rien de nature, c'est juste une salle d'accouchement avec un papier peint en mode cerisier en fleurs, c'est tout. Donc ça me fait sourire, un peu jaune, qu'on appelle ça une salle nature. Mais voilà, je suis dans la salle de travail, mon mari est là et là, la naissance est clairement imminente. Petite anecdote, phase de désespérance, je suis contre le mur, contre ce fameux mur de cerisier en fleurs et dans ma tête, je me dis mais quelle idée de ce projet d'accouchement physiologique parce que là clairement il n'y a plus même le temps ne serait-ce que de penser à la péridurale et là je suis vraiment au bout du bout. Je suis clairement passée à dilatation complète. J'ai pas encore percé la poche, mais j'ai vraiment cette phrase qui me traverse la tête très fort de mais quelle idée à la con que l'accouchement physiologique, pourquoi j'ai pas demandé la péri, pourquoi j'ai pas accouché avec une péri. Et je le dis parce que cette phase de désespérance, elle est hyper commune à toutes les femmes. Ce moment où j'en peux plus, je suis à bout, je vais pas y arriver. C'était vraiment une idée de
d'accoucher sans péri ou de faire ci ou de faire tel choix, etc. Et c'est normal et c'est même un très bon signe que l'accouchement est imminent. Parce qu'effectivement, juste après ça, je suis montée sur la table et j'étais à genoux, agrippée au dossier de la table. Et là, en l'espace de quelques minutes, ma fille est née. Pendant cette deuxième naissance, j'ai vécu une expérience très forte. C'est Karine de Quantique Mama qui parle de ce sujet que je trouve vraiment, vraiment puissant. C'est la fragmentation. Tu vas vivre une expérience comme extrasensorielle. Alors, ça peut être une sortie de corps, ça peut être vraiment cette notion d'être fragmenté et explosé en 1000 morceaux. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation d'être frappée par la foudre, de n'être qu'un avec le centre de la Terre et le confin de l'univers. Ça a été assez bref et j'ai vraiment compris ce que c'était que cette idée de fragmentation. Une mort symbolique de ce qu'on est aujourd'hui pour finalement on se redéfinit et on renaît en tant que mère de cet enfant. Le sujet de la fragmentation, j'en parle aussi dans l'accompagnement parce que c'est peut-être moins commun que la désespérance, etc. Mais quand on le vit, c'est vraiment quelque chose, mais c'est vraiment une expérience extraordinaire, une transcendance absolue. Les suites de l'accouchement immédiat étaient beaucoup moins cool que pour mon premier accouchement. Comme la maternité débordait, j'étais à peine revenue à moi 20 minutes plus tard, on me demandait de me lever parce qu'il fallait libérer de la place en salle de naissance. Et là, on se retrouve dans une salle en plein soleil avec les stores cassés et donc j'ai le soleil dans le visage. Ce qu'on n'a vraiment pas envie avec un petit bébé qui sort de notre ventre et on a juste envie de pénombre et de calme, etc. Et on sent bien que c'est toujours la cohue autour. Et donc cette suite juste après était vraiment pas super chouette, mais la puissance de cette naissance était juste extraordinaire. L'idée, encore une fois, c'est pas de pousser, de mettre en avant et d'encourager les projets d'accouchement physiologique. Pour moi, c'est vraiment une question de choix individuel. C'est juste pour témoigner de la puissance et l'impact de la préparation. Alors moi, je suis vraiment allée à fond, je vous disais, c'était vraiment la marathonienne pour cet accouchement. Il faut prendre en considération aussi que c'était dans un contexte vraiment particulier. Et si je n'avais pas été autant préparée, comme je te disais juste avant, je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais pu tenir ce projet. Et encore une fois, le sujet n'est pas l'accouchement physiologique, c'est mieux, moins bien, etc. C'est qu'est-ce qui était en résonance pour moi à ce moment-là et qui est peut-être différent pour toi. Et je pense qu'on peut vivre un accouchement puissant, même avec une péridurale, même avec une césarienne. C'est vraiment ce sentiment d'être allé au bout de son projet, d'avoir pu honorer ses besoins, ses souhaits. Aujourd'hui, je ne parle pas du postpartum, même si effectivement, il y a beaucoup de répercussions quand on vit une naissance dans sa puissance, dans son autonomie, dans sa souveraineté. Effectivement, ça déroule les choses bien différemment pour la suite. En tout cas, ça, c'était mon expérience. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque je suis 8 mois plus tard tombée à nouveau enceinte pour la 3e et dernière fois.